Bon, un épisode un peu particulier, du moins pour moi, parce que c'est le soir. D'habitude, je fais l'épisode le matin, mais figurez-vous que ce matin, j'avais rendez-vous avec Stéphane Johnson, qui est le fondateur de la première école française sur la respiration, breathingacademy.com, et qui a écrit un livre sur la respiration aussi, Stéphane Johnson. Et il a eu la gentillesse de venir jusqu'à Caen et donner une formation lui-même et d'Annecy, et donner une formation à Rennes, et il a poussé la route un peu plus loin pour faire un épisode avec moi sur son podcast et moi un épisode avec lui sur Connexion Primordiale. Alors du coup, comme il est venu de bonne heure, j'ai pas eu le temps de faire ma promenade et tout, et donc je la fais ce soir. Alors pour moi, c'est un peu bizarre. Je vais replacer mon micro là où je le mets d'habitude. Et dans quelques jours, une fois que le montage sera fait, vous pourrez écouter cet épisode de podcast franchement passionnant avec Stéphane Johnson sur la respiration. On a parlé de son parcours, ce qui l'a amené à créer l'école de la respiration, et puis qui est un parcours passionnant déjà en soi, c'est passionnant. Et ensuite, on a parlé un petit peu de respiration, et évidemment, pour nous qui nous intéressons à l'intégration motrice primordiale, c'était absolument grandiose. Un bonhomme passionnant, une vraie rencontre. On espère qu'il va y avoir une collaboration entre nous. J'arrive pas à placer mon micro correctement. Voilà, on change les habitudes et puis il n'y a plus rien qui va. Alors, il y a quelques jours, j'ai publié un podcast sur... Ah bah alors, les chiens, ils sont pas là le matin, mais ils font ouf ouf le soir. Quelques jours, j'ai publié un podcast sur posture et IMP. Les liens entre comment s'organise la posture chez le bébé, les réflexes archaïques, les réflexes de vie, et puis ce qu'on peut faire en IMP avec nos différents outils. Donc ça, c'est chouette. Et là, je me dis, tiens, là, on va faire une autre thématique. Si on parlait, cette fois-ci, IMP et émotion. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde dans nos formations? Quel est le lien entre les émotions et les réflexes? Comment le bébé... Parce que j'aime bien parler du système réflexe, de la matrice réflexe. Et on aime bien dire que les réflexes sont des schèmes neurosensorimoteurs, mais ce sont surtout des schèmes physiques, cognitifs et émotionnels, puisqu'on ne peut pas séparer les trois. Donc quand le bébé fait un geste, c'est un geste à la fois corporel, émotionnel et cognitif. Donc, puisque le bébé vient au monde avec des dizaines de schèmes, réflexes, schèmes émotionnels, cognitivaux, posturaux, comment ça marche tout ça? Comment le bébé va créer des interactions entre ses schèmes, les émotions, son environnement? Et qu'est-ce qu'on peut faire en IMP ensuite pour travailler avec les enfants, avec les adultes, avec vous, moi, avec les sportifs, avec peu importe qui a besoin de travailler. Autrement dit, la question ici, c'est est-ce qu'en IMP, on peut travailler sur, attention, ouvrez les guillemets, l'émotionnel? Évidemment, pour nous, en IMP, on ne considère pas qu'on travaille sur le corporel plus que sur l'émotionnel, plus que sur le cognitif. Ma passion première dans la vie, c'est l'amélioration de l'apprentissage, donc on pourrait dire le cognitif. Mais le fait d'utiliser l'intégration motrice primordiale pour aider à l'amélioration de l'apprentissage, ça fonctionne exactement pareil pour travailler, comme je l'ai expliqué dans le podcast précédent, sur la posture. Mais évidemment, ça va travailler aussi sur le entre guillemets émotionnel. Puisqu'il n'y a pas de séparation entre les trois, l'IMP peut travailler tout avec autant de facilité, tout aussi facilement, sur l'émotionnel que le cognitif sur le postural. D'autres chiens. Apparemment, le soir, ils sont plus nerveux que le matin. Ou le matin, tout le monde dort. Pourtant, je ne suis pas si matinal. Donc, comment tout ça interagit? Comment ça fonctionne? Comment on pourrait parler un peu de cette chose-là qui nous interroge autant, qui est cet aspect émotionnel de nous-mêmes? Et puis surtout, comment on peut... le mot qui est employé, c'est faire de la gestion des émotions. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on va faire en IMP et comment ça fonctionne?
Et si je peux vous répondre aujourd'hui et faire ce podcast, c'est parce que depuis de nombreuses années, on forme des thérapeutes, toutes sortes de thérapeutes qui viennent. Et quand je dis thérapeute ici, je veux dire psychothérapeute, hypnothérapeute, kinésiologue aussi. Pas tout à fait des thérapeutes, mais bon, des kinésiologues, des gens qui travaillent dans le domaine du développement personnel, mais vraiment des psychologues, beaucoup. Et d'ailleurs, les différentes choses qu'on enseigne en IMP nous viennent de qui? Alors, vous avez beaucoup entendu parler de Svetlana Mazgutova, donc j'ai été professeur de sa méthode. Svetlana Mazgutova est docteur en psychologie. Vous avez entendu parler de Peter Blight et son école anglaise, l'INPP, d'intégration des réflexes avec les livres de sa femme, Sally Goddard Blight, le grand livre des réflexes par exemple. Qu'est-ce qu'il est? Psychologue, qui travaille avec les enfants en difficulté scolaire. Vous avez entendu parler des bercements, des mouvements rythmés? Harald Bloomberg, psychiatre. Autrement dit, je suis en train de vous dire que beaucoup de techniques qu'on enseigne en IMP proviennent de psychiatres, psychologues, docteurs en psychologie, thérapeutes. C'est-à-dire, non pas des spécialistes du corps, du mouvement, de la motricité, du sport, de la coordination ou même de la cognition, comme peut l'être Paul Denison, spécialiste de l'apprentissage, non. Les gens qui ont créé les techniques qu'on enseigne, ou en tout cas une grande partie des techniques qu'on enseigne, sont des psys. Ça devrait attirer notre attention. Alors c'est vrai qu'en France, ça nous semble un peu bizarre parce qu'on se dit mais qu'est-ce que les psys ont à voir avec des techniques corporelles? Mais évidemment, ça c'est valable dans un pays, dans le pays de Descartes où le corps et l'esprit sont séparés. Mais dans d'autres pays, les choses sont moins claires que chez nous, cette séparation corps-esprit. Et donc ça semble moins étonnant pour quelqu'un qui provient de Russie ou des États-Unis ou d'Angleterre ou d'autres pays que le psy propose du massage. Ça va pas choquer. Ou des mouvements. Chez nous, ce serait bizarre, un psy qui fait des massages ou du mouvement ou quoi que ce soit, de la gym ou du yoga, ce serait bizarre. De moins en moins grâce aux thérapies cognitives et comportementales, parce que dans les TCC, ils vont utiliser des techniques de respiration, des techniques de méditation, pleine conscience, ils vont utiliser des techniques du yoga ou des techniques corporelles pour que les gens se sentent mieux dans leur corps, parce qu'on sait que ça a un impact très fort sur les émotions. Donc évidemment, c'est de moins en moins choquant. Mais néanmoins, c'est pas commun. Mais en fait, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans ce podcast, quand le bébé se développe, il ne fait pas de distinction entre ce qui est émotionnel, de ce qui est corporel et de ce qui est cognitif. C'est une seule et même chose pour lui. Donc les schèmes, pensez au... On peut prendre n'importe lequel, évidemment les plus connus, ça permet que tout le monde sait de quoi je parle, mais si je prends le réflexe de Moreau, le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe d'agrippement, tout le monde voit de quoi je parle. N'importe lequel de ces réflexes, c'est un schème qui est un patron moteur qui permet d'organiser mes interactions avec l'environnement, d'interagir avec cet environnement, et c'est par ces interactions avec l'environnement que j'ai une satisfaction émotionnelle ou que je peux me protéger des choses de mon environnement. Donc si on pense au Moro, le Moro à la base c'est un réflexe qui, quand je tombe en arrière, je vais ouvrir les bras, pousser un cri et chercher à me rattraper avec l'agrippement. Donc à la base c'est un réflexe pour, si on glisse sur quelque chose, on va se rattraper. Donc on pourrait dire le but du Moro, tout comme de l'agrippement, parce qu'ils ne fonctionnent pas isolément l'un de l'autre, en tout cas le Moro va automatiquement enclencher l'agrippement, c'est pas vrai dans l'autre sens, mais dans ce sens-là c'est vrai, le Moro va enclencher l'agrippement pour se rattraper. Donc le but c'est de ne pas tomber, de ne pas se faire mal, de ne pas se casser le coccyx ou se fracasser la tête par terre, et donc d'essayer à se rattraper aux branches ou à quoi que ce soit qui est près de nous. Mais qu'est-ce qu'on constate? Si ce réflexe ne s'intègre pas, parce que justement on a été très stressé et qu'on a vécu des chutes ou d'autres types de choses, où l'enfant n'a pas été pas eu assez de mouvements et n'a pas pu intégrer les mouvements qui auraient dû prendre la suite, c'est-à-dire que pour que les réflexes archaïques s'intègrent, il faut que les réflexes de vie se soient branchés. Et les réflexes de vie impliquent de la motricité et impliquent qu'on a laissé l'enfant bouger, sauter, courir, qu'il ait eu de l'espace, qu'il ait eu des interactions avec son environnement. Et donc si l'enfant n'a pas pu brancher ces réflexes de vie qui doivent prendre la suite, le réflexe de Moro il va rester un peu suractif. Et du coup, il va chercher à me protéger en permanence d'une chute qui peut arriver à tout moment, parce que c'est normal chez le bébé qui est ce Moro très vif, puisque la tête n'est pas maintenue. Il y a, bonjour, il y a la tête qui n'est pas maintenue,
parce qu'ils ne contrôlent pas encore les muscles du cou, ils sont trop faibles. Alors du coup, ça déclenche beaucoup le moro qui dit au secours, tiens-moi la tête, attrape-moi. Et si je garde un peu de ce moro, je vais grandir avec cette insécurité de j'arrive pas à stabiliser, j'ai peur, je vais tomber. Et on va découvrir que, par exemple, les enfants à l'école qui ont un moro toujours actif perdent leurs moyens beaucoup plus facilement que les autres. Des études qui ont été faites par notre équipe collaboratrice au labo de Volo-Dalen lors d'un mémoire ont mis en évidence ça aussi chez les joueurs de foot. Peut-être que à l'entraînement, ceux qui ont un moro actif par rapport à ceux qui ont un moro bien intégré, on ne voit pas de différence à l'entraînement. Mais pendant les matchs, le fait qu'il y ait du stress, chez les gens qui ont le moro pas intégré, fait que le moro se réactive pendant le match et que je vais être moins performant que les autres, avec plus de risques de blessure et plus de temps passé chez le kiné. Là, je vous parle de sciences sérieuses. Donc si ce moro reste actif, eh bien, je vais chercher à faire face à un danger que je sens constant, je me sens en insécurité. Donc que croyez-vous qui se passe émotionnellement ? Je vais perdre mes moyens plus facilement, je stresse plus facilement. Certainement, quelque part, mon cortisol, mon adrénaline, mes hormones de stress, ils sont plus actifs. Il y a même eu des gens qui ont prétendu, et ça se voit parfois, que les enfants qui ont un moro toujours actif ont plus statistiquement d'allergies que les autres parce que leur système immunitaire est en surexcitation permanente. Et du coup, plus de probabilité d'avoir des allergies. Je ne connais pas d'études scientifiques mais il y a eu quelques publications qui ont été faites sur le sujet, et en tout cas certains ont écrit dans ce sens. On a retrouvé cette idée-là. C'est pas choquant quand on y réfléchit un petit peu. Donc vous voyez que là j'ai évoqué le moro, mais c'est valable pour n'importe quel réflexe. Si je prends un réflexe du pied, le réflexe de Babinski ou d'agrippement plantaire, ne s'intègre pas correctement, eh bien je vais avoir du mal au niveau de la stabilité sur mes deux pieds. Je vais avoir du mal à rester stable. Je vais avoir tendance à vouloir fuir dès que je perçois un danger. Je vais avoir du mal à aller de l'avant au sens propre et puis ensuite au sens figuré, parce que ça me demande plus d'efforts qu'un autre. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est incroyable ce que les gens nous disent de ce qu'ils ressentent émotionnellement et de la corrélation qu'on voit avec les réflexes qui sont non intégrés chez eux. Je donne un exemple. Vous n'avez pas idée le nombre de fois où les gens me disent « Ok, je viens vous voir parce que dans la vie, j'arrive pas à lâcher prise, et puis ils répètent 3, 4, 5, 6 fois le lâcher prise. Et puis tout d'un coup, j'observe les différents réflexes et j'arrive au réflexe d'agrippement. Donnez-moi votre main, je fais juste un petit passage de mon doigt dans sa main et là, paf, sa main agrippe. Sa main agrippe, on parle d'un adulte. Alors qu'une personne d'à côté, à cet âge-là, adulte, ça ne devrait pas bouger. Si la main est détendue et que je passe mon doigt dans la paume de la main ne devrait pas bouger. Mais chez ces gens-là, ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est-à-dire, ils m'ont dit, j'arrive pas à lâcher prise, et concrètement, dans leur corps, le réflexe de grasping, d'agrippement, est suractif, tendu. Et concrètement, ils ont du mal à lâcher prise. Ça, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, en vrai, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de plus bête que de dire le corps et l'esprit, c'est une seule unité, évidemment. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais de s'en rendre compte comme ça, grâce aux schèmes, à la connaissance que nous avons de ces schèmes émotionnels, sensorimoteurs. Déjà ça, je trouve ça passionnant. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, et c'est toutes les découvertes de ces psychologues que j'ai nommés tout à l'heure, Peter Blight et Sally Godard, et puis surtout et aussi, Svetlana Mazgutova, parce que c'est vraiment eux les pionniers. Après, Harald Bloomberg et les bercements, il s'est juste formé avec eux, et il n'a pas vraiment fait de découverte sur les liens entre les réflexes, les émotions, etc. Pas véritablement. Il a juste repris ça, et simplement, il a connecté ça avec les bercements. Et c'est énorme ce qu'il a fait, et le fait qu'il ait popularisé les bercements, c'est énorme, et évidemment, on les enseigne en IMP, tellement c'est énorme et important. Mais lui-même n'a pas fait de la recherche sur les réflexes, les émotions, les réflexes, la posture, les réflexes, la cognition, contrairement avant tout Peter Blight et Sally Godard en Angleterre, et Svetlana Mazgutova, alors qui est d'origine russe, mais quand elle a fait toutes ses découvertes, toutes ses recherches, c'était en Pologne, et puis en Pologne d'ailleurs, j'allais dire, et ensuite elle est allée aux États-Unis, mais une fois que sa méthode était devenue bien mise en place et bien connue. Donc tiens, il y a des voitures qui marchent sur le chemin du champ, on va entendre des voitures d'habitude. Enfin, les voitures, elles roulent, mais... Donc, ce qui se passe... Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui coupe à travers champ ?
très bizarre. Peut-être c'est un paysan et puis c'est son champ, j'en sais rien. Donc pardon, du coup je perds le fil et qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que c'est déjà génial de savoir ça, mais l'autre chose, quand on va travailler à l'intégration du réflexe d'agrippement dans l'exemple que je viens de donner, les gens vont réussir au point de vue euh, émotionnel à lâcher prise. On les aide à réintégrer le réflexe d'agrippement de la main et ils arrivent à lâcher prise émotionnellement de situations dans la vie. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais en fait, il n'y a rien de plus banal. Un schème moteur, c'est la même chose qu'un schème émotionnel. Ma capacité à saisir, c'est ma capacité à saisir. Quand on dit quelque chose, t'as saisi, ce que je veux dire, ça veut dire quoi? Si on... Et cet exemple-là de la main et de saisir, c'est la même chose avec le pied. J'arrive pas à avancer dans la vie. Tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau des réflexes du pied? Je me sens pas stable. Qu'est-ce qui se passe au niveau des réflexes du dos? Et ce qui est très chouette avec les réflexes, il ne s'agit pas d'un test qui est sujet à interprétation ou qu'on influencerait, puisque c'est un test qui, rien de plus banal et reproductible, et que tout le monde peut faire. C'est un test qui est assez difficile à trafiquer. Si je demande à la personne, mets tes bras devant toi et tourne la tête sans bouger tes bras, je touche pas à la personne, je fais rien du tout, tourne ta tête sans bouger tes bras, soit ça bouge, soit ça bouge pas, et puis ça bouge de combien? 10 degrés, 30 degrés, 60 degrés? Évidemment, tout d'un coup, je demande à la personne de se mettre dans une situation émotionnellement impliquante pour elle, et ça va changer des choses, bien entendu. Puisque si les émotions qu'elle est en train d'éprouver, parce qu'elle s'imagine dans une situation donnée, déclenchent du stress, le stress va déclencher des réflexes qui vont ressurgir pour aider la personne. Et dans cette situation-là, tout d'un coup, le réflexe devient visible. C'est pas qu'il s'est désintégré, c'est que dans cette situation, il s'est désinhibé pour faire face à un stress. Donc à ce moment-là, on voit cette corrélation, ce lien constant entre les émotions qu'éprouve la personne et les patrons moteurs réflexes. Oui, à quoi ça sert une émotion? Étymologiquement, c'est quoi une émotion? Émotion, ce qui me met en mouvement. Une émotion, c'est une mise en mouvement. Mais comment je fais pour me mettre en mouvement? Il y a deux types de mouvements. Soit je fais un mouvement contrôlé, volontaire, orienté vers un but. Ok, pas de problème. Mais si c'est un mouvement qui est sous stress, réactif, c'est réflexe, je tombe, je mets les mains, c'est réflexe. C'est lié à quelle émotion? J'ai peur de me faire mal, mais sauf que l'émotion vient dans un deuxième temps. Je suis d'abord tombé, j'ai mis les mains, et ensuite l'émotion arrive. L'émotion n'a pas le temps d'arriver. S'il faut attendre l'émotion et de l'éprouver, de la ressentir, de l'analyser, puis de faire un choix et de mettre les mains, c'est foutu, on a les deux bras, on a la tête cassée. Donc, l'émotion est la résultante de ce qui se passe au niveau de schème moteur. Parce que mon cœur se met à battre fort, je vais ressentir un certain nombre de choses que je vais appeler, dans un cas, la colère, surtout si le sang monte au visage, etc. Et ça crée de la colère. Et c'est, d'un point de vue de l'évolution humaine, très important que le sang vienne au visage pour montrer à l'autre, attention, danger, je me mets en colère, t'as intérêt à fuir, fais gaffe. C'est exactement ce que font les gorilles quand ils se tapent sur la poitrine. Oh, ils font comme ça pour faire peur, ils bombent le torse pour faire peur. Donc qu'est-ce que va faire un gars qui cherche les noises à quelqu'un d'autre en sortie de boîte de nuit ou je sais pas quoi? Il bombe le torse comme ça, il fait toi. Il prend une voix comme ça, il bombe le torse et il lui montre, attention, je suis un gorille, je suis très fort, je bombe, je suis en train de gonfler mes muscles, je vais t'attaquer, méfie-toi. Et l'autre en face, soit il dit ok, c'est bon, au revoir, soit il bombe aussi le torse pour montrer. Et puis ils se rapprochent et puis ils font torse contre torse et ils s'approchent le plus près possible et ils deviennent tout rouges. Ils disent, tu vois, je suis pas en train de rigoler, je deviens tout rouge, je vais t'attaquer. Alors, tu le crois plus fort que moi ou quoi? Tout ça, ce sont des réflexes. Et la plupart du temps, vous allez dire, ouais, mais le gars, il a voulu. Il n'a pas voulu la plupart du temps. Si vous êtes fait dans une embrouille, vous êtes mis en colère et tout, et après vous dites, mais pourquoi j'ai réagi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je n'ai pas laissé tomber? Parce que dans cette situation, quand le stress arrive, je n'arrive plus à penser. Je m'auto-lobotomise. Le sang part de mon cerveau pour aller dans mes muscles et dans mes réactions. Réflexes automatiques. Alors basé sur mon expérience, évidemment. Basé aussi sur mes expériences, sur mes souvenirs, sur ma mémoire. Mais c'est pas moi qui choisis à ce moment-là, je réagis. Et donc, évidemment, si dans ces situations émotionnelles, j'ai tout un tas de réflexes qui sont déjà un petit peu sensibles au niveau de leur intégration, qui ne sont pas totalement inhibés, ça va me prédisposer à des réactions corporelles, et donc entraînant une émotion émotionnelle que je ne contrôle pas véritablement. Et donc je me retrouve en quelque sorte soumis à mes impulsions, à mes pulsions, réflexes et émotionnels.
Et je risque de regretter plus tard. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. Pourtant, je suis pas si con que ça, etc., etc., etc. Bah oui, mais tu as réagi de manière réflexe. Et entendons-nous bien, dans beaucoup de situations, c'est approprié. Je tombe, je mets les mains, c'est approprié. Quelqu'un vient vers moi et veut m'agresser violemment, tout d'un coup, je vais réagir paf, 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 sans réfléchir. Et c'est comme ça qu'on retrouve des situations où des, entre guillemets, petites femmes sans défense surprennent un agresseur parce que, en temps normal, si elles font un bras de fer avec le bonhomme, elles vont perdre, même si elles mettent les deux bras face au mec qui est plus costaud. Mais des fois, elles vont développer, avec des hormones, une rage telle que le bonhomme se trouve bien dépourvu quand la bise fut venue. Donc, la force du réflexe peut être énorme. Je ne sais pas combien de temps je suis capable de... Enfin si, je sais. Si je m'accroche à mes anneaux chez moi, ou une barre fixe ou quoi, je suis capable de tenir un certain nombre de secondes, une minute difficilement. Ok, super. Maintenant, imaginons la même situation, mais je suis au-dessus d'un précipice et je risque de mourir. Alors évidemment, ce ne sera pas éternel, je ne vais pas être capable de le faire 20 minutes. Mais il y a de fortes chances pour que ce soit beaucoup plus que mon temps maximum que je peux faire malgré tous mes entraînements. Ça, c'est la force du réflexe. C'est utile si je suis au-dessus d'un précipice. Si en revanche, je développe cette poigne, cette prise sur mon crayon quand je dois écrire, bah, je deviens un briseur de mine de crayon, un perceur de feuilles, avec du rejet de l'écriture. Et là, les émotions vont affecter ma cognition et ma capacité à apprendre. Donc vous voyez, en fait, quand on parle d'intégration motrice primordiale ou de réflexe archaïque, on se dit, bah, c'est un truc pour le corps. Éventuellement, ça peut intéresser les kinés, les podologues, et puis les sportifs. Mais sinon, c'est un truc du corps. Il n'y a pas plus faux. Il n'y a pas plus faux. Puisque corps, esprit, émotion, c'est une seule et même chose. Ce n'est pas les deux pièces d'une face de monnaie, c'est une seule et même chose. Donc, en IMP, si quelqu'un vient nous voir et qui nous dit, moi, en ce moment, j'ai du stress, ou avec ma femme, ça va pas, ou avec mes enfants. Bien sûr que nous ne sommes pas des thérapeutes. Bien sûr que nous ne sommes pas des communicants. On ne va pas leur enseigner des techniques de communication. On ne fait pas de la CNV, communication non violente. On ne fait pas non plus des thérapies cognitives et comportementales. On n'est pas d'ailleurs thérapeute. On n'est pas habilité à faire ce genre de choses, puis on n'en a pas la connaissance. Mais en revanche, on travaille avec des thérapeutes, en particulier qui font des TCC. On travaille avec des gens qui font de la médiation familiale, etc. Et ce qu'on va faire, nous, c'est dire, voilà, il va falloir apprendre ces nouvelles stratégies chez le thérapeute, chez la médiation familiale, etc. À mieux communiquer et tout. Mais assurons-nous que les schèmes moteurs qui viennent sous-tendre toutes ces émotions, ils ne sont pas suractifs et font que j'ai du mal à mettre en place toutes ces stratégies-là. Et que j'arrive pas à, voilà le terme, gérer mes émotions. Je ne peux pas les gérer, en vrai, parce qu'elles se font en dessous de mon néocortex. Elles se font au niveau réflexe. Et là, quand je suis dans le réflexe, c'est très dur à gérer. Donc, il va falloir bien s'assurer qu'un certain nombre de réflexes soient inhibés, et puis un certain nombre d'autres réflexes, les réflexes de vie, soient bien branchés. Donc, quelqu'un vient me voir et il a une demande de ce type-là. Voilà, ça ne va pas avec ma femme en ce moment, etc. Je ne vais pas faire du conseil conjugal. Je vais dire, ok, imaginez-vous face à votre femme, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lui dire? Ou vous n'arrivez pas à écouter? Alors c'est elle qui vous parle, et vous êtes là à l'écouter, et puis ça vous énerve et tout ça. Ok, mettez-vous dans la situation un moment. Et une fois que la personne, quelques secondes, 10, 15, 20 secondes, on va pas là pour jouer à la gestalt thérapie et à prendre des rôles et faire des trucs comme ça, c'est ça qu'on fait. Mais la personne se met un peu dans la situation. Pourquoi? Parce que juste derrière, je vais lui faire observer un certain nombre de schèmes réflexes. Je ne sais pas quels schèmes sont branchés ou pas débranchés chez cette personne. Ça dépend de son âge, de ses expériences. Est-ce qu'il fait du sport? Comment s'est passé sa vie de bébé? Son alimentation? Est-ce qu'il est né prématuré? Il y a tellement de paramètres que si je commence à discuter de tout ça avant de faire mes observations réflexes, je suis foutu. Je passerai l'heure entière à faire ça et je ne pourrai pas aider la personne. Ça ne m'apportera rien sauf de mettre des mauvaises idées dans ma tête en disant « Oh là là, il y a eu ça dans sa vie, alors il y a peut-être tel et tel réflexe ou tel truc. » Mais pourquoi perdre son temps à faire ça? J'écoute la personne, quelle est sa demande, mettez-vous dans la situation gentiment, on ne va pas se mettre à faire pleurer la personne et tout, c'est visualiser un peu le truc, mimer un peu le truc, la situation, et paf, observons un certain nombre de schèmes réflexes. On va commencer par l'étoile à 6 branches, parce que je suis bien centré, puis le moro, puis le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du coup, et puis en fonction du temps qu'on a, et puis de ce qu'on voit, si on voit que déjà plein de choses qui se passent dès les premiers
Premier réflexe observé, ben on va s'arrêter là, il y a déjà du boulot. Et puis sinon, on continue notre exploration jusqu'à trouver quelque chose qui va parler à la personne. Parce que je lui dis, tiens, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Là, c'est centré. Par exemple, étoile à six branches, il y a être centré dans la situation. Est-ce que quand vous communiquez avec votre femme, vous vous sentez centré? Regardez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps au niveau de votre étoile à six branches? Oui, ça va bien, ok. Là, c'est le réflexe de Moreau. Vous allez vous lâcher en arrière, je vous rattrape. Qu'est-ce qui se passe dans vos bras, dans votre corps? C'est j'ai du mal, je perds confiance en moi. Est-ce que ça vous parle dans cette situation? Non, 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 non. Hop, là, c'est l'agrippement, c'est la capacité à lâcher prise et tout. Regardez, qu'est-ce qui se passe dans votre main? Ah, ça gigote. Ah oui, oui, ça me parle. Lâcher prise, j'arrive pas. J'ai une idée. Ma femme me dit un truc, je veux pas lâcher l'affaire. Non, 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 c'est moi qui ai raison et tout. J'arrive pas à lâcher prise alors que je sais que je devrais lâcher prise. Ma relation avec ma femme est plus importante que d'avoir raison. Mais j'arrive pas. Ok. Donc ça vous parle l'agrippement? Oui, ok. Je vous propose un remodelage sur ça. Donc on peut utiliser tel type de mouvement, on peut utiliser du tactile, on peut utiliser du sensorimoteur, on peut utiliser de l'isométrique, on peut utiliser des bercements, on peut utiliser des resets, on peut utiliser des jeux de sac de grains. C'est pas ce qui manque en IMP. Il y a des centaines véritablement de techniques et de mouvements qui sont enseignés. C'est une énorme synthèse, hein, je dis. L'IMP, c'est un système, c'est la synthèse d'intégration motrice primordiale, ludique et éducative. Ça fait SIMPLE, simple. C'est une blague parce que c'est pas très simple. Parce que c'est un grand système, c'est une grande synthèse de plein de choses. Donc on va pouvoir piocher, comme dans un menu, de quoi vous avez besoin aujourd'hui par rapport à ce lâcher prise, puisqu'on a vu que c'est la main. Mais ça pourrait être le pied, ça pourrait être le dos, je me sens pas stable, ça pourrait être... Donc on regarde. Et puis... on fait une première chose, puis on réobserve, mettez-vous dans la situation, qu'est-ce qui se passe dans la main? Mieux, pas mieux? Comment vous sentez les choses? Ah, j'aurais besoin encore un peu. Ok, on va faire un deuxième mouvement. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait faire du bien? Plutôt ci, plutôt ça? Ok, plutôt ci. Ok, faisons-le. Ça vous suffit ou vous faut un troisième truc? Ça me suffit. Ok, vous allez faire quoi à la maison? Le mouvement 1, le mouvement 2 ou les deux? Ouais, un seul, c'est déjà beaucoup pour moi. Ok, lequel des deux vous voulez faire? Et on le révise et on le révise. Faites-le, on en reparle dans 3 semaines. Vous voyez, c'est ça une séance d'IMP, centrée sur les émotions. Mais elle n'est pas plus centrée sur les émotions que sur le corps. J'ai travaillé quoi, sa main ou ses émotions? De lâcher prise. Entendons-nous bien, il y a des stratégies à apprendre derrière, de communication et tout. Et il y a des thérapeutes qui vont faire un super boulot, médiation familiale ou que sais-je. Ça ne vient pas remplacer tout ça. Mais vous comprenez que, ok, je peux faire des séances de thérapie et tout, mais si j'ai ce schème moteur, et il n'est pas toujours là obligatoirement, mais s'il est là, ça va être beaucoup plus dur pour moi d'apprendre ces nouvelles techniques ou ces nouvelles, je ne sais pas comment on appelle ça, choses que veut m'enseigner mon thérapeute. Donc c'est pourquoi l'IMP se substitue à rien, mais vient en complément de tout. C'est un niveau de compréhension supplémentaire qui est à la base des choses. Quelqu'un nous a qualifié qu'on faisait des trucs de bas étage. Je suis d'accord, on fait des trucs de bas étage, mais je te signale que si ton bas étage il va pas bien, en haut ça va pas aller très bien. Ah oui, vous faites des trucs de bas niveau. Bah oui, 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 oui. Vous peut-être faire des trucs de haut niveau, mais c'est vrai qu'on a une société, on dit ah le haut c'est mieux, le sommet de la pyramide c'est mieux. T'inquiète que si le bas de ta pyramide va pas bien, ton sommet va pas rester longtemps là en place. Donc c'est ridicule. Il y a des gens qui font des trucs de haut niveau, c'est-à-dire par exemple la rééducation comme l'orthophoniste ou le psy ou je sais pas quoi, des techniques qui nécessitent le néocortex, les apprentissages, la pensée logique, rationnelle, et on a besoin de ça. Mais tu peux pas faire ça là-haut sans ce qu'il y a en bas. Donc le bas ne se substitue pas à haut, tout comme le haut ne se substitue pas en bas. Si tu travailles en haut sans avoir connaissance de ce qui se passe en bas, tu risques de passer du temps et du temps et du temps. Combien d'orthophonistes vous n'avez pas aidé toute ma vie qui m'ont dit, en 30 ans de cabinet, « Ah Paul, grâce à vous, on fait notre travail. Grâce à vous, on peut faire notre travail. On vous envoie les enfants 3-4 séances et ensuite, on peut faire notre éducation orthophonique. » Mais vous n'avez pas idée le nombre de psys qui nous disent la même chose. Paul, tout ce qu'on fait en thérapie, c'est super bien. Mais si en plus, on travaille un petit peu sur ces schèmes moteurs primordiaux, si on fait un peu d'IMP, ben, la personne, ça va plus vite, c'est plus en place, etc. Ça se substitue à rien. Moi, je ne sais pas comment aider la personne qui a la dépression ou quoi. Mais je vérifie un certain nombre de bases et du coup, chez son thérapeute, les choses vont pouvoir mieux se mettre en place plus rapidement, etc. Donc, personne n'est mieux qu'un autre. On a besoin de l'étage numéro 1, du 2, du 3, du 4. Voilà, on a besoin de tous les étages. Nous, on est plutôt dans les fondations. C'est même pas bas niveau, on est dans les fondations. Il y a d'autres choses dans les fondations. Est-ce que votre corps fonctionne bien? Vos hormones, vos yeux, vos oreilles, la mécanique corporelle, tout ça, c'est indispensable. Nous, on ne peut pas faire de l'IMP correctement si les gens ils ont le crâne écrabouillé, le machin, le truc. Il faut que tout ça fonctionne bien, d'où les kinés, les ostéos et tous les gens avec qui on travaille aussi.
Parce que si quelqu'un a plein de lésions ostéopathiques ou des tas de tensions au niveau de ses fascias et tout, bah, les mouvements qu'on lui propose vont pas pouvoir prendre vraiment place dans un corps où il y a plein de tensions. Donc il va falloir s'en occuper. Donc vous voyez, il y a encore plus bas niveau que nous. Est-ce que c'est dire que les kinés et les ostéos font du mauvais boulot? Ah non, c'est ridicule, il n'y a pas de hiérarchie. On a besoin de tout le monde à tous les niveaux. Le tout, et ce qui est très difficile, c'est de savoir à quel moment je dois faire appel à quoi. Bah, moi, ma réponse est rapide. Tu commences en bas. Si ça va bien, bah, tu vas au niveau du dessus. Si ça va bien au niveau du dessus, etc. Et voilà. Donc l'idée, ce serait d'abord de commencer en bas. Et en bas, bah, moi, par exemple, j'envoie des gens chez l'ostéo, puis l'ostéo, il fait 1 ou 2 séances, puis il dit, voilà, il n'y a plus rien à faire, ou il n'y avait rien à faire, allez faire les réflexes chez Paul, on regarde un peu en IMP les trucs, puis une fois que c'est fait, je dis, bah maintenant, tu peux aller, vous pouvez faire chez l'orthophoniste le travail, ou chez le psy ou quoi, ça va être, le terrain est bien prêt maintenant. Ça va être génial. Donc, vous voyez l'idée? Donc, ce podcast a pour thématique, enfin cet épisode, les émotions. Et le bébé développe son schéma corporel, développe son interaction avec le monde via les schèmes, via les réflexes, via des patterns, des structures, des patrons, appelez ça comme vous voulez, on s'en moque. Mais ces schèmes sont et corporels, et émotionnels, et cognitifs, c'est inséparable. Donc dès que l'enfant fait une acquisition motrice, il fait une acquisition émotionnelle et ce qui lui permet des acquisitions cognitives. Je vous rappelle qu'entre psychomotricité, entre psycho et motricité, dans le métier psychomotricité, il n'y a pas de trait d'union. À un moment donné, au début, ils avaient mis un trait d'union entre psychomotricité. Ça a fâché beaucoup de gens. C'est quoi cette idée de trait d'union? C'est comme s'il y avait le psycho d'un côté et le motricité de l'autre. Qui a eu cette idée stupide au départ de mettre un trait d'union? Heureusement, ils ont vite résolu le problème. Enlevez-moi cet horrible trait d'union. Il n'y a pas d'un côté le pile et de l'autre côté de face. Non, c'est une seule et même unité. Quand le psychomote fait faire des activités motrices, il fait faire des activités psychologiques. Des fois, les parents ont du mal à comprendre ce qui se fait chez le psychomote. Ils ont l'impression que les enfants, ils jouent sur des ballons et des trucs, ou chez l'ergothérapeute, on fait des jeux et des trucs. Mais ce sont les bases, ce sont les structures qui mettent en place le côté psy. Et puis ça s'appelle bien psychomotricité. Hein. Donc on est vraiment dans le psy. Et le psy, c'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est tout ce que vous voulez. Donc nous, on n'est pas psychomotricienne, psychomotricien. On ne fait pas de ces rééducations long cours avec tout ce qu'elles sont capables de faire et ces rééducations, etc. Mais on va travailler en complément. C'est pourquoi on a énormément de psychomotes dans nos cours. Ce qui va leur donner un petit étage supplémentaire, mais qui ne va pas remplacer ce qu'elles font. Des fois, les gens ils disent je ne vois pas la différence entre IMP et psychomotricité. Alors là, franchement, non, on est incapable de faire ce que font les psychomotes et les bilans et les prises en charge au long cours, en recevant toutes les semaines des personnes en situation de handicap et ceci, cela, les accompagner dans leurs acquisitions. Et puis ils ont accès à un nombre de choses au niveau rééducatif, thérapeutique, etc., qui est énorme. Nous, on est juste un petit bout. Mais évidemment, quand il vous manque ce petit bout, bah, ça fait toute la différence. Alors les émotions, bah, c'est une des choses les plus fascinantes. Ce que je veux dire sur le sujet aussi, c'est que toutes les émotions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Souvent, les gens disent qu'il y a les bonnes émotions, c'est celles qu'on aime éprouver, et les mauvaises émotions. Et ça, non, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Je m'explique. Ça, c'est très important. Très, très important. La colère. La colère, on dit, oh non, la colère, c'est une mauvaise émotion. C'est pas bien d'être en colère. Non, je suis pas d'accord. S'il y a une injustice qui est faite, si quelqu'un en particulier, là où il y a la plus grande colère, je pense, c'est quand il y a une injustice faite à nos enfants, eh bien on va se mettre en colère pour défendre nos enfants, pour défendre leurs droits, pour défendre leur intégrité physique ou émotionnelle. Il y a des tas de situations dans la vie où moi je ne vais pas me mettre en colère, des gens vont m'agresser ou me dire quelque chose, ou je sais pas, quelqu'un dans un magasin peut être désagréable avec moi ou quoi, tu t'en fous, tu vas pas te fatiguer de te mettre en colère pour ça. Mais si quelqu'un est désagréable ou méchant avec votre enfant, il y a peu de chances pour vous dire « Oh non, c'est pas grave, vous allez vous mettre en colère. » C'est une mauvaise émotion. Ce qui serait une mauvaise émotion, c'est de ne pas se mettre en colère et laisser votre enfant se faire humilier par quelqu'un. Je me rappelle la fille de Ludivine, Melba,
quand elle était petite, et maintenant elle a 16 ans, mais c'est aussi pareil, mais elle s'est un peu plus inhibée. Elle avait vraiment pas beaucoup d'inhibition, c'est-à-dire que même à 6-7 ans, elle continuait à dire des choses comme les enfants de 4 ans, genre elle voyait une dame dans la rue, elle disait pourquoi t'es grosse toi? Pourquoi t'as un bouton là sur le nez? Pourquoi t'as une balafre ici? Pourquoi t'as un gros ventre et tout? Et évidemment, à ses parents, ça fait un peu la honte, comme on dit. Non mais tais-toi, tais-toi. 4 ans, 5 ans, ça va, mais 6-7 ans, ça commence à être beaucoup, tais-toi, tais-toi. Et des fois, Melba, par exemple, je me rappelle, on faisait du djembé avec Ludivine, et puis elle aimait bien, donc elle nous accompagnait, parce qu'on n'allait pas la laisser toute seule à 6 ans à la maison, et elle dansait pendant qu'on faisait du djembé. Donc, vous voyez une enfant de 6 ans qui danse au djembé, et puis ça plaisait pas à une dame. Il dit non, reste tranquille, va derrière tout. Ah, non, on va pas. C'est une enfant de 6 ans qui est en train de danser au son du djembé, ça fait pas de bruit, je veux dire, ça gêne rien. Tu vois, le djembé, t'as 10 personnes qui jouent au djembé, t'inquiète pas que ça dérange pas trop une enfant de 6 ans qui. Donc tu laisses pas, parce qu'après la petite elle se met à pleurer et tout, la dame est méchante et tout, bah non. Donc là la colère est bonne. Ce ne serait au contraire pas bon de ne pas se mettre en colère dans cette situation. Alors c'était une colère modérée, hein, on n'a pas dit à la dame, écoutez madame, faut pas exagérer quand même, et même le prof il est venu dire, laissez la petite tranquille, le prof de djembé, donc ça va. Donc là c'est sain. Bah, en fait les émotions sont ni bonnes ni mauvaises, ça dépend du timing, du moment, de l'environnement, de la situation. Dans des situations, c'est bien d'éprouver, de ressentir et d'exprimer la colère, mais évidemment, dans d'autres cas, et dans beaucoup de cas, ce sera très néfaste. En fait, ce qui est un problème, c'est qu'il faut que les émotions, tout comme les schèmes réflexes, agissent à bon escient, soient là au bon moment dans la situation qui importe. Donc l'émotion en elle-même n'est pas le problème, c'est est-ce que l'émotion est appropriée à la situation. Et c'est ça qui va être important. Et c'est pourquoi il va être important de travailler sur les réflexes. Parce que le réflexe peut faire surgir des émotions pas appropriées au bon moment. Je redonne cet exemple familial. Ça vous est arrivé plein de fois. Vous avez l'enfant qui vous embête un peu pour des raisons X ou Y, un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a des petites tensions, mais rien de grave. Mais vous prenez sur vous, vous en avez marre. Pourquoi t'as pas rangé ta chambre? Pourquoi tu descends pas la vaisselle? Pourquoi t'as pas fait ton truc? Pourquoi t'as laissé la salle de bain? C'est des petits trucs, vous faites une petite remarque comme ci, comme ça. Et puis le vendredi, il y a eu des petites remarques comme ça un peu chaque jour. Puis le vendredi, il y a un autre petit truc. Et ça fait, vous connaissez très bien l'expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, tout d'un coup, c'est les cris, ouais, fais chier, tout, grosse colère qui sort. Le pauvre gamin, ou la pauvre gamine, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai juste fait ce petit truc de rien du tout. Et il me crie dessus, il me dispute. Parce qu'on a accumulé cette émotion tout du long. Et tout d'un coup, elle ressort, et là, c'est pas à l'intensité appropriée à ce qui est en train de se jouer maintenant. On a accumulé du stress et de l'émotion. Et évidemment, tout d'un coup, ça sort de manière réflexe. Après, vous vous en voulez, vous dites, bah oui, c'était pas proportionné au truc et tout, je suis désolé, machin et tout. Vous avez réagi de manière réflexe parce que vous aviez accumulé du stress. Donc comment on fait en IMP? On a des pratiques de mouvement quotidiennes, on a des automassages, on a des techniques de respiration. Et oui, la mauvaise nouvelle est la suivante. Dans la vie, tout vient avec l'entraînement. Tout demande du temps, tout demande de la mise en place. Contrairement à ce que montrent les réseaux sociaux, Instagram et tout, il n'y a pas de solution magique. Faites ce mouvement et paf, plus jamais en colère. Faites ce mouvement et hop, plus jamais mal au dos. Faites ceci et abracadabra. Achetez cette voiture et vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Non, arrêtez. Et toutes les femmes se jetteront à votre cou. Mesdames, mettez ce parfum et tous les hommes succomberont à vos charmes. C'est horrible. On veut la solution magique, le truc qui résolve tous nos problèmes. Encore une fois, l'IMP s'appelle intégration motrice primordiale. C'est comme toute pratique motrice. Il faut pratiquer. C'est comme la méditation. Ah, je suis pas bien, je vais faire de la méditation, ça ira mieux. Non. Tu médites tous les jours, et ça finit par avoir de plus en plus d'effets. Tu te sens de mieux en mieux et tu continues la méditation. C'est pas, j'ai médité une fois, hop, c'est bon. J'ai mangé de la salade, c'est bon, j'ai eu des vitamines pour toute ma vie. Ah non. La bonne santé, c'est je mange tous les jours équilibré ou le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Il ne faut pas chercher à être perfectionniste, sinon on va créer d'autres déséquilibres ailleurs. Donc on tend vers un mieux toujours. Donc là, c'est la même chose. Je vais pratiquer tant que faire se peut mes techniques de respiration, mes mouvements, mes bercements, mes choses qui font que progressivement, et surtout au quotidien, mes réflexes restent intégrés et que je vais moins accumuler de stress. Je pense à prendre soin de ces tissus, pour reprendre l'exemple de Christophe Cario qui m'a enseigné les techniques d'automassage à la base en 2009-2010.
Christophe Cario, il disait, plutôt 2010, 2011, 2012, quand il est venu donner cours chez nous. Et il disait ça, il dit toujours ça, je suppose, il faut prendre soin de ses tissus régulièrement, vérifier que j'accumule pas des choses. Que je sois sportif ou non sportif, je vais accumuler des tensions, soit par excès, soit par manque. Ce sera toujours un excès, ce sera un excès de posture sur la chaise. Et donc je vais vérifier, est-ce que j'ai aujourd'hui, cette semaine, ça dépend si on fait ça quotidiennement 5 minutes ou une demi-heure par semaine, ou ça dépend aussi de notre âge, quand on est plus jeune, on est plus résilient, on peut le faire de manière plus espacée, quand on avance en âge, il faut le faire de manière plus régulière. Donc est-ce que j'ai accumulé du stress dans telle et telle partie de mon corps? J'ai exemple typique, c'est avec le Divine. Quand on prend la route pour aller donner cours à Lyon, on habite à Caen, il y a 8 heures de voiture. Et même si on fait une pause sur l'autoroute toutes les 2 heures, vous imaginez qu'à 40 ans passés tous les deux, après 8 heures de voiture, on n'est pas comme un gamin qui sort de la voiture en courant, youpi, parce que leurs tissus sont hyper résilients. On est là, on fait, on s'étire, on bouge un peu, on fait des petits mouvements croisés, on a plein de tensions. Et là, on prend le rouleau d'automassage ou le bâton d'automassage ou la paire de balles d'automassage. Quand on part en voyage, on emporte toujours un des trois. Et puis on se fait quelques automassages, et ouah, dans le fessier, ouah, dans le dos, ouah, là, il y a des tensions. Et on va les dénouer là tout de suite. Pour pas que ça s'accumule et que ça finisse par créer des points triggers et des douleurs et des trucs. Donc on prend soin de nos tissus. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. Par la pratique de la respiration, par la pratique de la stimulation des schèmes réflexes, on va éviter cette accumulation de stress. Cette accumulation de stress, aujourd'hui, tous les scientifiques nous disent, elle se fait où? Dans notre corps. Les traumas se mettent dans notre corps. Vous avez entendu parler de tout ça, des fascias dans lesquels les traumas viennent se loger. Vous avez entendu parler du nerf vague et de ces différents mécanismes-là, de la théorie polyvagale, etc. C'est exactement ce qui se passe. Donc, chez les animaux, la réaction au stress est très différente de nous, chez les animaux non humains. Parce que nous, on a un énorme cerveau et on va entretenir le stress. Les autres animaux, ils sont en état de stress et ils vont exprimer le stress, brûler les hormones de stress. Et immédiatement après, il n'y a plus de stress. Les études ont été faites sur les gazelles. Vous avez des lions et des gazelles. Le lion s'approche un peu trop du troupeau de gazelles. Les gazelles, leur cortisol et l'adrénaline montent. Elles s'enfuient. Elles vont quelques dizaines de mètres plus loin ou 100 mètres plus loin. Et le taux d'adrénaline chute tout de suite. Zéro stress. Nous, le stress va rester. Pourquoi? Parce qu'on a un énorme cerveau, un énorme néocortex, qui anticipe beaucoup. Parce que nous, on est des animaux très très faibles. On n'a pas de cuir, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs. On est très faible à la base. Et du coup, il faut qu'on anticipe beaucoup les situations de stress pour les prévenir. Et du coup, notre cerveau, il a tendance à avoir du stress partout et à entretenir le stress parce qu'on se dit on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Alors dans la nature, les stress sont très ponctuels et très rares. Alors du coup, c'est fiable dans la nature. Et pendant des centaines de milliers d'années, ces mécanismes fonctionnaient bien, ces mécanismes de fuite, lutte, etc., sans développer des maladies cardiovasculaires, sans développer ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Mais aujourd'hui, les situations de stress sont permanentes, sont chroniques. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre un petit stress et un grand stress, il fait la différence en termes d'intensité, mais dès qu'il perçoit ce qu'il ressent être un stress, il active les mécanismes de stress, fuite, lutte, hormones, etc. Moins fort si c'est les petits stress comme ça au quotidien que si c'est un gros stress, évidemment. Mais sauf que c'est quotidien, chronique, courant, constant. Et du coup, on accumule du stress dans le corps. Et les émotions pètent les plombs. Donc ce qu'on se propose en IMP, c'est les automassages pour libérer le stress qui vient se loger dans les fascias en particulier, des techniques de respiration, des techniques d'intégration des différents schèmes réflexes qu'on peut appeler des schèmes neurosensori, moteuro, émotionnello, cognitivo. Donc c'est stupide de continuer la liste, mais c'est ça l'idée. C'est des schèmes, des patrons. Dans nos patrons, moi je les appelle du coup les schèmes primordiaux, les patrons primordiaux. Et puis enfin, on va travailler sur les mouvements, parce que c'est à travers le mouvement qu'on va brûler les hormones de stress. Donc les mouvements croisés, les mouvements de bercement, les mouvements qui vont travailler le système vestibulaire, le système proprioceptif, le système tactile. Donc voilà comment en IMP on aborde le, entre guillemets, émotionnel. Parce que pourquoi je mets des guillemets le émotionnel? Parce que pour moi, il n'y a pas plus d'émotionnel qu'il y a de corporel, qu'il y a de cognitif. Donc je devrais dire, voilà comment on aborde l'être humain. Mais nous ressentons des émotions. Donc voilà comment on peut aider les gens
avec les outils d'IMP, avec les séances d'IMP, à, entre guillemets, gérer les émotions, parce que j'estime pas que c'est de la gestion de l'émotionnel. Je gère pas mon émotion. Je vais intégrer ces schèmes dans mon corps qui vont faire que je suis plus à l'aise pour faire face aux émotions, et surtout que les émotions surgissent, entre guillemets, apparaissent, jouent leur rôle à bon escient. Voilà. On veut que les émotions jouent leur rôle à bon escient. Plus j'intègre ma matrice réflexe, mon système réflexe, plus mes émotions vont pouvoir s'exprimer à bon escient. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Restez connectés, peut-être qu'on peut continuer sur différents sujets comme ça. N'hésitez pas à m'écrire. Vos commentaires font beaucoup de bien, que ce soit par email, que ce soit sur YouTube. Les commentaires font beaucoup de bien, ça motive. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce que je dis. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de lancer des discussions, des thématiques que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et puis bien sûr, on reste connecté parce que bientôt, je vais publier l'épisode de podcast de Stéphane Johnson sur la respiration. Et ça, je vous dis qu'une chose, ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis dans cette fois-ci, bonne soirée. D'ailleurs, il fait nuit. Je ne sais pas trop où je mets les pieds. Je rentre à la maison et je file à la piscine. Séance d'apnée. Bonne soirée, merci beaucoup.